On va l'aider en lui fournissant, en fait, hein, vous le voyez, hein, soit par son matériel électroménager qui sera de plus en plus connecté et reconnaîtra les tranches tarifaires, d'accord? Ou par des systèmes de pilotage aussi dits intelligents, vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous construit une usine à gaz telle que vous n'aurez plus de maîtrise là-dessus parce que votre toast, comment savoir si votre facture a augmenté parce que vous êtes dans un créneau horaire comme ci, comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous avez peut-être ce mois-ci consommé plus à des heures où il fallait pas, et donc c'est pour ça que votre facture a augmenté. Vous ne saurez peut-être pas pour manger ou pour chauffer, et voilà, tout à fait. Alors, on pourrait inciter au civisme par rapport à, par exemple, pas lancer la machine à laver en hiver à 7 heures du soir, par exemple. Ça pourrait être clair. Mais le reste, sincèrement, voilà, il ne faudrait pas que ça soit prendre les gens en otage. Or, ça ressemble à ça. Et le reste, c'est en fait leur vendre le développement d'un nouveau marché, le marché des objets connectés. D'accord? Et c'est très très clair, c'est une des raisons principales du développement de ce nouveau système, en fait, hein, c'est le développement des objets connectés et d'un système d'effacement à distance. Donc, on coupe, d'accord, comme par exemple, là, vous voyez au Québec, hein, l'idée générale, Hydro-Québec pourrait débrancher les chauffe-eau par temps froid, voilà, c'est ça l'idée. Donc, en fait, on va gérer les appareils des gens à distance, perte d'autonomie quand même hein, et de contrôle, à travers finalement une gestion automatisée, quasiment autonome, des appareils électriques en fonction du tarif du moment et à venir. Ça se trouve ceci sur une brochure qui décrit l'ERL, donc l'émetteur Radiolinky que vous pouvez voir ici, qui s'encastrerait donc dans les appareils et qui, effectivement, pourrait piloter un certain nombre de choses, tout ça par micro-ondes, hein, donc bonjour l'irradiation dans le logement, à travers des appareils connectés, des chauffages connectés ou le fameux boîtier que vous pouvez mettre sur votre comptoir de cuisine, comme je vous disais, et qui va vous indiquer que votre toast vous coûte à cette heure-ci, en cette saison et aujourd'hui, 1,5 centime. Voilà. D'accord. Donc l'idée générale, bon, on verra après là-dessus, c'est qu'effectivement, vous avez théoriquement un contrôle accru sur votre consommation, mais qu'en fait, on est dans une usine à gaz qu'on vous développe en fait, qu'on essaye de vous faire miroiter comme étant utile, alors qu'en fait elle est énergivore, elle met au rebut des millions de compteurs fonctionnels, en termes environnementaux on pourrait se demander, les milliards correspondants, les 5 ou 7 milliards correspondants pourraient quand même être peut-être plus utilement investis dans de l'isolation, de logements, passoires et autres, on vous promet qu'en fait vous allez faire des économies, quitte en fait à développer au contraire, on va dire, un marché de soi-disant l'économie, mais un marché qui vous incite à investir et à acheter dans des objets connectés, parce que sinon vous vous y retrouvez pas, d'accord? Et que l'idée générale derrière ça, c'est aussi qu'on va développer une surveillance généralisée à travers ce système de relevé, de data center énergivores également, et qui, en fait, flique la population. Hein, parce que, je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Lhomme, il a rebaptisé le compteur Linky le compteur Flicky, d'accord? C'était bien choisi. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, donc je vais remonter sur l'aspect data, la big data, d'accord? Le compteur Linky actuellement permet déjà de suivre des choses précises. Demain, avec l'ERL, ça sera encore plus précis. Mais là, déjà, vous avez ce qu'on appelle la courbe de charge. La courbe de charge, c'est d'ailleurs très clair, par exemple, dans les conditions générales de vente de Engie, ils expliquent que justement, avec le compteur Linky, on fait remonter la courbe de charge. C'est dans le temps la puissance instantanée consommée par vos appareils. Alors, il faut savoir que chaque appareil électrique a une signature électrique spécifique, c'est-à-dire que ce pic de consommation initiale, il est spécifique à chaque type d'appareil. Ce qui fait que l'on peut étalonner par exemple, un appartement ou voilà, avec un certain nombre d'appareils et on sait, par exemple, là c'est le réfrigérateur qui se met en route, ça c'est la VMC, enfin la ventilation des WC, donc on sait quand vous allez au WC par exemple. Alors s'il y en a qui visiblement ont la VMC ou la ventilation des WC qui s'allume régulièrement la nuit, on va pouvoir leur envoyer des pubs pour la prostate par exemple, vous voyez. On peut rentrer carrément dans l'intime des gens de façon très très claire, avec ça, on sait ce qu'ils allument et quand.
Voilà. Et avec ça, on peut faire un profilage très précis. Il existe d'ailleurs un certain nombre d'entreprises qui, outre-Atlantique ou bien chez les Anglais où ça s'est déjà développé, proposent des services aux sociétés d'électricité pour valoriser le gisement d'informations qu'ils recueillent grâce aux compteurs connectés. Par exemple, je vous invite à regarder la société Onzo, O-N-Z-O, d'accord, qui propose quelque chose comme ça, justement, pour les compagnies d'électricité. Alors, avec l'ERL, c'est pire, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une information encore plus précise d'appareil par appareil et en plus, vous irradiez tout le monde dans le logement et également, vous avez la possibilité de le couper à distance, soit vous, soit un tiers. C'est ce qu'on appelait l'effacement. Voilà. Donc, en termes de perte de contrôle, bonjour. Alors, ce monsieur, c'est Bernard Lassus, c'est donc le responsable, on va dire, du programme Linky chez Enedis. Alors, on ne le voit plus trop maintenant parce qu'effectivement, il y a eu un petit peu cette bourde de communication, si on peut dire, avec, donc dans un premier temps, vous voyez un reportage sur iTélé au 1er décembre 2015, au moment où on lançait le programme Linky et où tout le monde pensait, en fait, chez Enedis, que les gens trouveraient ça formidable et qu'il n'y aurait pas une opposition importante voilà, de la population. Donc on mettait en valeur notamment le fait que on pouvait voir, regarder en temps réel que le four était allumé, le lave-vaisselle était allumé, combien ça consommait, etc. Et puis devant la levée de boucliers des gens qui trouvaient quand même que c'était quand même sacrément intrusif, eh bien marche arrière, 4 mois plus tard, au 1er avril, donc sans rire, hein. Au 1er avril, vous avez la même question chez Bourdin, donc, et là Bernard Lassus répond mais c'est un compteur électrique, allons, il ne sait pas reconnaître l'électron qui vient voilà, de la machine à laver, de la télé ou du fer à repasser. Voilà. Donc en fait, on essaye de simplifier et schématiser pour les gens tout en rassurant, alors qu'en fait, on sait très bien qu'on va pouvoir recevoir, la courbe de charge, et deux, on va pouvoir aussi avoir des infos très précises avec le RL dans un deuxième temps. Voilà. Alors, sachez-le, il y a un objectif financier très important derrière, qui n'est pas du tout la réduction de l'aspect électricité, au contraire, puisqu'on cherche à développer par exemple les voitures connectées. Puisque Enedis est particulièrement, enfin Enedis fait partie du groupe EDF, vous le savez, à filiale à 100% d'EDF. EDF est complètement dans le rouge avec les projets d'Hinkley Point et les projets d'EPR de Flamanville et tout ça qui le plombent très très fortement. Eh bien, ils ont besoin de fonds. Ils n'ont pas du tout besoin que les gens consomment moins, au contraire. Donc le développement de la voiture électrique, par exemple, est au contraire très prometteur. L'idée de pouvoir développer au contraire énormément la consommation d'électricité, voilà. Mais également le développement d'un nouveau marché. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, celui-ci en petite introduction avant qu'on commence. Voilà, vous avez ce monsieur, c'est Philippe Montloubou, c'est le directeur d'Enedis. Et alors, on nous dit un article du journal du Net, donc de juillet 2016, qui nous dit donc Enedis est un opérateur de big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Ça, c'est Philippe Montloubou qui le dit. D'accord, donc c'est pas évidemment dans la prose qui est à destination du grand public, de l'usager qui est censé penser que c'est uniquement pour lui faire des économies qu'on développe tout ça. C'est effectivement plutôt à destination de la presse business ou high-tech, d'accord, où au contraire on cherche à attirer des investisseurs. Voilà. Alors, ils géreront bientôt 35 millions de capteurs connectés. Et vous voyez le sous-titre, hein, le président du directoire de la Société française de distribution d'électricité veut profiter des données générées par Linky pour développer de nouveaux services. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout une surprise, parce que si on regarde ce dossier qui était fait avec l'ADEME en juillet 2015, qui avait un joli nom où on peignait bien en vert cette nouvelle initiative, le compteur Linky, un outil au service de la transition énergétique, on voyait dès la page 6 qu'effectivement, il y avait d'autres choses derrière. Alors là, on nous dit, le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l'industrie du comptage évolué. Pour y parvenir, ERDF, donc Enedis maintenant, a bâti un système évolutif utilisant des technologies de pointe capables de gérer de très importants flux de données. Ça va être ça, le nouvel or de demain. Et de fait, hein, nous ne sommes encore, c'est ce qui est la suite de ce document, nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur, big data, usage domotique, objets connectés, l'installation des compteurs communicants bénéficiera à l'ensemble de la filière électrique.
Voilà, donc vous l'avez compris, l'objectif est ailleurs. D'ailleurs, cela explique en partie pourquoi Enedis a développé depuis le printemps 2016 un site internet SmartLink, d'accord, comme Linky mais comme lien aussi, et qui est dédié à, on fait l'apologie, on va dire, des objets connectés, de tout ce qui est officiellement smart, c'est-à-dire officiellement intelligent, la Smart City, les Smart Ci, les Smart Ça, qui sont en fait vraiment des outils de langage hein, pour essayer de faire passer auprès du grand public pour intelligent, donc désirable, des choses qui finalement ne le sont pas du tout. Enfin, en tout cas, qui ont beaucoup d'inconvénients. Alors, des objets connectés, il y en a à l'appel. Hein. Il y en a qui sont plus ou moins évitables. Par exemple, là, la brosse à dents connectée, Colibri avec un K. Bon, c'est pas parce que c'est des Français hein, qui l'ont développé. J'ai rien contre les Français qui se lancent dans les startups et tout ça. Le problème, c'est d'essayer de fourguer, excusez-moi, au grand public des trucs inutiles qui les irradient et qui en plus les surveillent. Et tout ça en essayant de faire passer ça pour désirable. C'est impressionnant. Donc là, la brosse à dents connectée, voilà, vous voyez, on a la tablette sur le lavabo et on peut suivre en direct la courbe de son brossage pour savoir si on se brosse bien les dents. Sachez que ça peut être envoyé à votre dentiste, d'accord? Il a que ça à faire, le dentiste. Donc, vous pouvez suivre et faire suivre par votre dentiste la qualité de votre brossage. Et vous pouvez, alors ça c'est très important parce qu'ils ont remarqué que les gens, des fois, ils n'étaient pas tellement intéressés par tout ce qui est objet connecté. Alors, ils essayent ce qu'on appelle la gamification. Alors, game comme jeu. La gamification, c'est l'idée que, en fait, on essaye de rendre ludique un truc pour essayer que les gens s'y intéressent. Voilà. Alors la gamification, c'est de faire des concours. Donc le concours du meilleur brosseur à la maison. On décerne des coupes, voilà. Complètement, complètement. C'est ça, le principe de ce début, c'est qu'effectivement, au départ, on vous pose le truc comme étant potentiellement un plus, et puis petit à petit, ça devient la norme, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas, vous payez plus cher. Sachez-le, par exemple, il existe, et vous le verrez si vous lisez L'Homme nu de Marc Deguin, il existe déjà une société d'assurance aux États-Unis qui propose, entre guillemets, à ses adhérents de porter un bracelet connecté, donc qui compte, par exemple, le nombre de pas qu'ils font dans la journée, et en fonction de ça, ils peuvent avoir un bonus. Mais demain, ça sera un malus s'ils n'ont pas. Voilà. On commence toujours par une première étape qui est une étape, on va dire, de plus, et puis après, derrière, c'est au contraire le truc qui devient obligatoire. Vous le voyez avec les déclarations d'impôts, hein. Maintenant, de plus en plus, on n'aura plus le droit de faire notre déclaration d'impôt papier, par exemple. Ça devient obligatoire autrement. Voilà. Alors, vous avez, étrangement, des autres fournisseurs, y compris pour l'eau, par exemple, qui développent les objets connectés et qui ont des compteurs qui vont émettre très régulièrement. En face de chez moi, il y a quelqu'un qui a rénové malheureusement, enfin c'est bien qu'il ait rénové, mais le problème c'est qu'il y a un compteur à eau du coup communicant qui a été posé. Et du coup, excusez-moi c'est un peu bruyant, et qui a du coup, je crois qu'on va faire une pause, ouais. Qui du coup a été mesuré et qui émet toutes les 8 secondes. D'accord? Donc il émet toutes les 8 secondes, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut se demander pourquoi on fait émettre un compteur toutes les 8 secondes. Un compteur d'eau n'a pas besoin d'avoir notre consommation d'eau toutes les 8 secondes. Eh bien, sachez-le, il va y avoir des partenariats qui se développent. Par exemple, c'est le cas avec Veolia et IBM, Veolia et Orange, d'accord, qui ont développé des partenariats ensemble. Parce que Veolia veut devenir, comme ils disent dans un article donc, de l'usine nouvelle, ils veulent en fait mettre leur réseau, c'est-à-dire les réseaux des compteurs communicants, plus les relais de rue qui vont commencer à installer, comme pour le gaz, eh bien, ils veulent les mettre au service des villes connectées. C'est-à-dire que les objets connectés là qu'on veut nous vendre, comme étant désirable et la nouvelle norme en fait, on ne pourra plus vivre sans soi-disant. Eh bien, ces objets connectés, eh bien, il faut qu'ils aient des relais pour que les messages qu'ils envoient soient envoyés jusqu'aux grandes antennes de téléphonie mobile et tout le reste. Et puis aussi qu'il y ait une sorte de réseau local, d'accord? Eh bien,
Pour ça, il va falloir qu'il y ait des bornes, en fait. Et ces bornes, ben, ça pourrait être les compteurs, ça pourrait être aussi les concentrateurs, ça pourrait être des tas de mini-antennes qu'on va mettre avec la 5G. Créer cette espèce de labyrinthe, si vous voulez, de connexion, partout, partout, localement. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. D'accord? L'Internet des objets, il faut quand même que vous en soyez conscient, c'est un truc qui fait que vos objets communiqueront que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire que actuellement, vous pouvez choisir de ne pas avoir Internet. Vous pouvez choisir de ne pas avoir de téléphone portable. Mais demain, si l'appareil que vous achetez, il a une puce nécessairement dedans, comme ils commencent tous à avoir, eh bien, et que vous avez, je ne sais pas, une borne juste derrière, ou par exemple un concentrateur de tel ou tel distributeur d'électricité, d'eau ou de gaz, par exemple, eh bien, votre grille-pain ou votre frigo ou votre ci ou votre ça, il va envoyer ces informations, même si vous ne le voulez pas. Donc finalement, il y aura finalement que les anciens appareils qui n'avaient pas les puces, etc., qui seront des appareils où vous serez à peu près tranquille et où si vous n'avez pas le Linky, vous saurez que vous n'êtes pas fliqué chez vous, quoi, en gros. Mais sinon, ça va commencer à être ce genre de choses. Et de plus en plus, ce qu'ils essayent de développer, c'est aussi des systèmes pilotables à la voix. Alors, vous avez peut-être vu passer des publicités il n'y a pas longtemps pour le nouveau Google Home. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça là? C'est des espèces d'enceintes connectées. Alors il y en a d'autres, hein. Amazon a fait Echo, ils veulent tous en faire, hein. Orange se lance sur le coup, Microsoft, enfin tout le monde veut sortir son enceinte connectée. Son enceinte connectée qui fait quoi? Qui pilote à la maison justement tous les objets équipés de puces. D'accord, dont on parle là, et qui peut les faire s'allumer, s'éteindre, et qui peut répondre à la voix à plein de choses. Alors avec Google Home, par exemple, vous êtes là et vous dites je veux écouter la radio. Ok Google, crac, il vous allume votre radio connectée. D'accord. Tout ça avec des ondes qui communiquent partout dans la maison, évidemment, mais voilà. Vous avez les mains pleines de farine, vous voulez allumer la télé, allume la télé. Crac, il allume la télé. Voilà. Et moyennant quoi, en échange de ça, donc vous appuyez pas sur le bouton, hein, c'est super, eh bien, vous avez un truc qui écoute en permanence à la maison. Par exemple, Amazon Echo, donc la petite boîte là en question, elle a déjà été sollicitée par le FBI aux États-Unis dans une affaire de meurtre parce que ben, c'est toujours en veille et ça écoute tout ce qui se passe. Donc on peut savoir en fait les détails. Alors, certains smartphones sont déjà commandables à la voix, certains smartphones ne s'ouvrent que si vous mettez vos empreintes digitales, encore un moyen subtil de collecter toutes ces informations-là. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais un téléphone portable est géolocalisable n'importe où, même éteint. Un téléphone portable, même éteint, on peut activer le micro et la caméra. Et un ordinateur connecté aussi. D'accord? Un ordinateur connecté sur Internet aussi. Ce qui veut dire... Comment? Alors, si vous enlevez la batterie et la carte SIM, non, hein, c'est sûr. Mais vous imaginez ce qu'il faut faire. Et puis, il y a certains téléphones portables maintenant où ils empêchent d'enlever la batterie. C'est plus possible de le faire. Voilà. Et on peut se demander pourquoi, hein, quand même, c'est bizarre. Voilà. Donc effectivement, il faut le savoir. Par exemple, je connais quelqu'un sur Gap qui a acheté un frigo. Et bien son frigo, malheureusement, il y a un micro dedans. Alors c'est au cas où il tomberait en panne pour pouvoir appeler directement le service après-vente plutôt que d'appeler voilà, face au frigo avec sa garantie sous les yeux. Mais non. Alors c'est pour ça, soi-disant. Mais en attendant, ça peut enregistrer tout ce qui se passe, quoi. Puis alors il y a des trucs comme ça. Il y a des poupées, poupées Hello Barbie, poupées Kayla qui enregistre ce que dit votre enfant et envoie directement à la poupée via le Wi-Fi des messages pour que la poupée réponde à l'enfant des trucs personnalisés. Le problème, c'est que c'est piratable. Par exemple, la poupée Kayla, elle a déjà été piratée et donc en Allemagne, ben, ils ne la vendent plus et il y a 25 000 € d'amende pour les parents s'ils ne détruisent pas la poupée, par exemple. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est parce qu'il y a des enfants en jeu, hein, parce que sinon, on ne dit pas aux gens, détruisez votre portable parce que votre portable, il peut aussi être piraté ou écouté. D'accord? On pourrait dire ça aussi, ça serait pas mal, mais non. Voilà. Oui, les hackers, mais bon, les services secrets ou les services tout simplement de l'État peuvent tout à fait pirater tout ça aussi. Enfin, pirater. Dans ce cas, ça s'appelle de la surveillance. C'est pas pareil.
Voilà. Donc effectivement, sachez que l'Internet des objets, entre guillemets, c'est ce qu'ils essayent de développer un maximum. Ça implique les différents opérateurs qui peuvent y voir des retombées financières, à la fois à travers les partenariats qu'ils mettent en place avec les vendeurs et fabricants d'objets connectés, en particulier donc avec la mise à disposition de leur réseau qu'ils ont mis en place, soi-disant, pour transmettre nos relevés de consommation d'électricité, d'eau, de gaz, mais qui en fait constitue un réseau de transmission des messages des objets connectés. Donc un réseau qu'ils peuvent louer, d'accord, aux fabricants et vendeurs d'objets connectés. Ils peuvent mettre à disposition ce réseau qu'ils auront mis en place. Et ensuite, deuxièmement, ils peuvent vendre les données nous correspondant. C'est le fameux big data dont on parlait et qui représente vraiment, alors là, un gisement d'informations, mais également donc de retombées financières énormes pour eux. Si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous invite par exemple à regarder sur YouTube l'émission Cache Investigation, Marketing, les stratégies secrètes. Elle est super cette émission. Donc marketing, les stratégies secrètes, vous y verrez comment, par exemple, des grands noms comme La Poste, Mediapost, à travers leur filiale Mediapost, vous avez des traders en information et tous monnaient. D'accord? Le nom de la personne, son adresse, s'il en est d'enfant ou pas, le type de voiture qu'ils ont ou pas, etc. etc. Et maintenant, par exemple, la Poste, Mediapost, va gérer un système avec les facteurs en fait, qui vont transmettre des informations, puis quand ils font leur tournée, ils voient très bien est-ce que c'est un HLM ou est-ce que c'est voilà, un bel immeuble ou une belle maison, etc. Est-ce qu'il y a une voiture, deux voitures, trois voitures, est-ce qu'il y a un jouet d'enfant dans le jardin? Tu vois, est-ce que voilà, quel a l'air d'être les hobbies des gens, etc. Par exemple, est-ce qu'il y a une zone de bricolage? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'on peut leur, voilà, en gros, leur proposer ci ou ça? Alors déjà tout ça, ça donne lieu à un harcèlement qui quand même, voilà, il y a une surveillance qui commence à être un peu inquiétante parce que c'est pénible à force. Je sais pas, vous recevez peut-être des tas d'appels le midi quand vous essayez de manger tranquille ou voilà. D'une part, plus ce qu'on peut avoir dans la boîte aux lettres ou dans la boîte mail et tout le reste, mais en plus ça peut permettre de faire des prix à la tête du client. Exemple, vous avez un système par exemple qui a été mis au jour par un journaliste, donc c'est un article du Guardian que je pourrais vous faire passer si vous voulez, hein, ça s'appelle Cookie Monster, etc. J'en ai parlé sur Radio Transparence aussi. Le principe de ça, c'est que vous avez en fait un journaliste qui essaye de prendre un vol sur Internet, un vol low cost, vous savez, et puis ben, il refait autre chose, puis il retourne sur la page, et là, crac, oh, ça a pris 100 livres. C'est un journaliste anglais. Voilà, vite, 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 faut que j'achète, faut que je prenne le vol maintenant, ça va, les vols, enfin les places les plus intéressantes sont achetées, donc il faut que je le fasse. Et puis il se souvient qu'il a entendu dire que parfois, en effaçant son historique de consommation, eh bien on pouvait ravoir le prix d'origine. Alors il fait ça, et oui, ça lui remet le prix d'avant. Alors là, il se dit ça alors, donc ça veut dire que quoi? C'est pas que les meilleures places ont été vendues. C'est qu'on a vu que j'étais intéressée par le produit. C'est un peu comme si vous êtes sur un souk et que vous voulez négocier l'achat d'un tapis ou de je sais pas quoi. Vous n'allez pas trop montrer que vous êtes intéressé parce que si vous montrez tout de suite que vous êtes très intéressé, ben, vous êtes en position de faiblesse. Ben là, c'est pareil. Vous avez montré parce que vous avez allé plusieurs fois sur le site que vous étiez intéressé, alors on va faire un prix plus cher. Voilà, donc en fait, il citait également une agence de voyage qui avait été sur la sellette quelques années auparavant parce que elle proposait aux clients équipés d'un Mac, donc pas un PC mais un Mac, qui paraît-il est un symbole social plus élevé, eh bien proposait des prix plus chers. Par exemple, des chambres d'hôtel plus classe, si on peut dire. Hein, voilà, d'accord? Ce qui veut dire que, du coup, la réalité que vous pensiez être la même pour tous, y compris sur Internet, peut-être pas la même entre l'internaute chinois qui est soi-disant dans un pays très rétrograde, contrôlant, mais nous qui sommes dans un pays libre et tout, et on va avoir, nous, accès à tout, quoi, en fait. Hein. Eh bien non. En fait, la réalité, elle est façonnée. Tout ce qui est virtuel, tout ce qui est connecté est une construction, est choisi. Et donc, les prix à la tête du client, eh ben, ça va pouvoir se faire de façon très généralisée demain. Ce qui veut dire que ce que vous pensez être la même chose pour tous, en termes d'égalité, eh bien, ne l'est déjà plus. Voilà. Et donc, tout ce qui est la collecte d'informations sur vous, d'un point de vue déjà purement commercial, c'est inquiétant. Mais après, il y a évidemment tout le reste. Quand même. C'est quand même un petit peu naïf
de penser que on peut avoir un État qui va avoir enfin, accès à un fichier extrêmement détaillé sur tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on pense, même tout ce qu'on dit, éventuellement avec ce qui est enregistrable dans nos maisons. Je tiens à dire juste que les télé smart, d'accord, elles sont commandables à la voix, ça veut dire qu'il y a un micro dedans, et que Wikileaks a déjà, par exemple, révélé que la CIA enregistrait ce qui se passait donc au niveau de logement de certaines personnes autour de la télé parce que ça fait micro, d'accord? Donc il faut le savoir. D'accord, donc le principe de ça, c'est qu'effectivement, comment penser qu'un État soi-disant, on va dire démocratique, ne sera jamais tenté un jour de puiser dans ce gisement extrêmement important d'informations. Je ne dis pas tant que vous êtes un individu lambda, tant que vous êtes en fait intéressant que pour votre porte-monnaie, mais le jour où vous décidez de vous opposer pour une raison ou pour une autre à quelque chose que le gouvernement a cautionné, comme qu'on est en train de faire là, eh ben vous êtes sur la sellette, hein, vous êtes en gros dans le viseur. Et voilà, par exemple. Dès que vous êtes, voilà, je tiens à dire par exemple que mercredi 20 septembre, là, à Bure, il y a eu une descente de police, police plus que ça, évidemment, ces gens armés de mitraillettes, qui sont arrivés voilà, dans la maison de la résistance et chez plusieurs résistants, on va dire, emmené du matériel, y compris du matériel informatique, et des gens. Et vous avez donc l'aspect un peu traumatisme, etc., d'être embarqué dans ce genre de conditions violentes, etc. Donc là, on n'est pas dans une situation tout à fait démocratique. Et quand on voit qu'on a mis dans le droit commun des choses qui étaient normalement que dans l'état d'urgence, ce qui s'est fait au cours des dernières semaines, eh bien, on peut quand même supposer qu'on n'est pas dans un état tout à fait de droit. Et qu'en tout cas, ça ouvre les champs des possibles de façon très importante. Donc, nul n'est besoin d'imaginer que peut-être plus tard, un État qui pourrait être moins démocratique que le nôtre utiliserait ces informations. C'est quand même déjà le cas, quoi. Il y a quelques années, il y avait une paire d'années, il y a un article qui est sorti dans Le Point sur les assassinats homo, H-O-M-O. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, c'est les crimes d'État. D'accord? Faut pas penser qu'on est dans un environnement qui est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Il y a des voilà, il y a des situations qui, même dans les démocraties, sont pas du tout aussi claires que ça. Et par exemple, il vient d'y avoir une loi qui est passée en Angleterre. Donc, il y a un article qui est paru dans Nexus de mars-avril 2017, là, au printemps. Je peux vous le montrer si ça vous intéresse. C'est une loi qui est passée sur le renseignement comme une lettre à la poste, un truc vraiment très, très non controversé, alors qu'en fait, ça autorise à peu près tous les ministères à avoir accès à tout l'historique de recherche des gens. Et avec l'historique de recherche des gens sur Internet, on peut en savoir beaucoup. Voilà. Alors, ce faisceau-là de collecte d'informations systématiques qui est rendu possible par des algorithmes de plus en plus sophistiqués, des possibilités de stocker l'information à travers des énormes serveurs, des data centers de plus en plus important, à travers ce qu'on essaye de développer comme des ordinateurs exascale, ils appellent ça, avec des capacités d'analyse énormes, des ordinateurs quantiques même qu'ils essayent de développer à travers des nouvelles techniques d'analyse, eh bien, ça permet en fait d'avoir des filets dérivants à tous les niveaux de collecte d'informations, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les portables, que ce soit sur les domiciles des gens, que ce soit dans la rue, partout, avec des capteurs que l'on met absolument partout. Donc, si vous n'êtes pas encore conscient de cette réalité, ouvrez les yeux là-dessus. Les 2 dernières années sont pleines d'articles dans les revues peut-être high-tech pour le moment, mais qui commencent maintenant à se faire jour aussi au niveau du grand public, où on rend normal le fait d'avoir en fait des capteurs partout, dans des trucs aussi saugrenus que le boulon du rail de la SNCF qui va signaler quand il est dévissé, d'accord? Mais aussi du coup dans les voitures qui deviennent connectées, les frigos qui deviennent connectés, les télés qui deviennent connectés, et vous ferez quoi quand il n'y aura plus moyen d'avoir une voiture qui ne sera pas connectée? Quand la voiture avec laquelle vous roulez, elle sera interdite parce que, soi-disant, il y a trop de particules ci ou ça, ou qu'elle est jugée trop vieille, et que vous serez obligé d'avoir une voiture comme ça. La fameuse brosse à dents, là, on peut ne pas la prendre.
Ça va. Le miroir connecté où vous tournez sur vous-même et où ça vous scanne votre masse corporelle, alors les muscles par rapport au reste pour voir si votre régime fonctionne et tout ça, ça va sur le cloud, donc on peut, tout le monde sait en détail comment vous êtes fait potentiellement. Ça, vous pouvez l'éviter, vous n'êtes pas obligé. Mais, mais la voiture, le frigo et le reste. Hmm. Voilà. Alors déjà, évitons déjà tout ce qui est absolument inutile, hein, genre les montres connectées. J'ai une dame une fois qui est venue chez moi, justement, je testais les émissions, je voyais, c'est fou ça, c'est incroyable. Chez moi, il n'y avait pas grand-chose normalement, et là, toutes les quelques secondes, il y avait des énormes pics. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis on a trouvé que ça venait d'elle, et puis on a trouvé d'où ça venait en fait. Voilà. Et on a entouré sa montre connectée de papier alu, et ça s'est arrêté. Voilà. Donc pendant tout le temps, elle était là, elle ne l'avait pas. Elle l'a remis en partant. Voilà. C'est un peu dommage.